Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre un colloque sur la décentralisation. Notre chaîne Public Sénat est partenaire de cet événement avec la Gazette des communes. 15 ans après son entrée dans la Constitution et la réforme constitutionnelle de Jean-Pierre Raffarin. Quel avenir pour la République décentralisée? Gérard Larcher, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, tous vont s'exprimer sur ce sujet. Taxe d'habitation, contractualisation de la baisse des dépenses publiques locales. Qu'en est-il de l'autonomie fiscale et financière des collectivités? Comment garantir cette autonomie des collectivités? Bref, quel avenir pour cette République décentralisée? Eh bien, tout d'abord, je vous propose d'écouter le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, avec à ses côtés celui qui était le ministre aux libertés locales, Patrick Devedjian, mes chers collègues députés et sénateurs, nous allons être rejoints dans l'après-midi et dans la journée par des présidents de région, des présidents de conseils départementaux, saluer les élus ici présents, mais nous aurons aussi le président du syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales, le président de l'association des dirigeants de grandes collectivités, de l'association des directeurs généraux des communautés de France et le président de l'association des administrateurs territoriaux. Madame le professeur, chère Géraldine Chavrier, mesdames et messieurs, je suis heureux ce matin de vous accueillir au Palais du Luxembourg à l'occasion de ce colloque sur l'avenir de la République décentralisée, organisé par la Gazette des communes, dont je salue le directeur de la rédaction, Guillaume Doyen. C'est grâce à la loi constitutionnelle du 28 mars, vous voyez que nous sommes jour pour jour, dans une séquence anniversaire, du 28 mars 2003, souvent qualifiée d'acte 2 de la décentralisation, que l'organisation décentralisée de notre République est expressément affirmée symboliquement par l'article 1, ce qui n'est pas rien, aux côtés des principes d'indivisibilité de la République et d'égalité devant la loi. C'est à l'occasion de cette révision constitutionnelle qu'a été consacrée dans la Constitution la primauté du Sénat dans l'examen des projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales. Et si l'on a en tête la révision constitutionnelle de 2008, chacun sait que c'est le texte de la Commission qui devient le texte examiné par la première Assemblée. La fusion des deux révisions constitutionnelles donne à cette primauté, j'allais dire, encore plus d'importance et de force. La loi constitutionnelle initiée par le président Jacques Chirac, portée par le gouvernement Jean-Pierre Raffarin, comportait un certain nombre de dispositions qui sont de véritables innovations. En évoquer quelques-unes. La possibilité pour la loi ou le règlement de comporter des dispositions à caractère expérimental. Je crois qu'on va en reparler dans les semaines qui viennent. La reconnaissance officielle des régions et des collectivités à statut particulier comme collectivité territoriale. Sujet aussi dont on va reparler. L'affirmation du principe de subsidiarité et d'un pouvoir réglementaire possible des collectivités territoriales. La mise en place d'un droit à l'expérimentation, on va aussi, me semble-t-il, retrouver ce sujet. La possibilité de reconnaître à des collectivités un rôle de chef de file pour la conduite de certaines politiques, tout en rejetant, bien sûr, toute forme de tutelle d'une collectivité sur une autre. Le développement de la démocratie participative locale par l'exercice du droit de pétition et par le référendum local décisionnel. On connaît le destin, et parfois il n'est pas décisionnel puisqu'il est remis en cause malgré son application. Une constitution financière des collectivités, c'est le nouvel article 72.2 qui affirme le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales, corollaire du principe de libre administration. Cet article dispose en particulier, il mérite en ce début de matinée d'être relu dans son intégralité. Je le fais devant les auteurs,
Je le fais aussi devant un sénateur ayant quelques responsabilités en ce moment dans cette réflexion. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent pour chaque catégorie de collectivités une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Je vais faire sortir, à cette occasion, les débats qui avaient eu lieu au Sénat. Je n'en veux nullement au gouvernement, mais si nous avions suivi le Sénat à cette époque, on aurait précisé déterminant, ce qui nous aurait évité d'autres débats, n'est-ce pas, M. Richard, pour les temps qui viennent. Cet article 72.2 encadre également les transferts de compétences de l'État vers les collectivités. Enfin, cette révision constitutionnelle de 2003 a consacré un volet important à nos outre-mer. C'est sans doute une dimension là aussi tout à fait essentielle, dont les collectivités se sont vues reconnaître de plus grandes marges dans la détermination de leur statut. Le fil directeur de cette révision me paraît ainsi avoir été clair. Je reprendrai le message de Jacques Chirac aux parlementaires en juillet 2002, et je le cite. Il s'agit de reprendre la longue marche, si souvent contrariée, vers la décentralisation, pour mettre en place une nouvelle architecture des pouvoirs. Fin de citation. Il faut également se souvenir que lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle furent joints 5 autres textes à la discussion au Sénat. Une proposition de loi constitutionnelle du président Poncelet relative à l'administration des collectivités territoriales. Une proposition de loi constitutionnelle de notre ancien collègue Paul Giraud tendant à la reconnaissance de lois à vocation territoriale. Une proposition de loi constitutionnelle qui nous venait de l'Assemblée nationale de Pierre Méhaignerie tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales. Et 2 autres propositions de loi constitutionnelles relatives à la date notamment des élections en Outre-mer, élections présidentielles, Georges Tilly, Rodolphe Désiré, Robert Del Picchia en étaient les signataires. Au cours de cette matinée, je sais que vous aurez des discussions approfondies sur la mise en œuvre de ces dispositions, sur leur réussite, sur aussi leur caractère imparfait dans leur traduction concrète. Je ne doute pas en particulier que le président de notre commission des lois, Philippe Bas, aura sur ces sujets un regard pointu à la fois d'analyse et de prospective. Si l'axe de cette révision était clair, les positions du Sénat, me semble-t-il, l'étaient tout autant. Il s'est fait, j'allais dire comme toujours, le défenseur des libertés locales et de l'autonomie financière des collectivités territoriales de la République. 15 ans après, je crois que l'état d'esprit du Sénat est demeuré, toujours très attentif aux libertés locales, toujours défenseur des principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Pourquoi ? Pourquoi, par-delà les clivages politiques ? Pourquoi, par-delà, j'allais dire, des générations nouvelles ? Je cite souvent ce chiffre, 62% des sénateurs n'étaient pas sénateurs avant le 1er octobre 2014. C'est-à-dire que la génération de 2003, elle est aujourd'hui remplacée par une autre génération ici au Sénat, mais ils portent, me semble-t-il, des valeurs identiques. Le contexte aujourd'hui est assez différent. À une décentralisation qui fut triomphante, a succédé le sentiment d'une recentralisation rampante. Est-ce le sentiment ou est-ce la réalité? Mes promenades, entre guillemets, hebdomadaires dans le pays me laissent penser que c'est une réalité, notamment dans le fonctionnement tel qu'il est vécu. Et c'est bien la réalité et l'avenir de cette organisation décentralisée qui font
aujourd'hui l'objet des interrogations et des préoccupations des élus. Ce message, nous l'avons présent à l'esprit quand nous parlons autonomie financière des collectivités territoriales. C'était par exemple lors de l'examen du dernier projet de loi de finances. Nous l'avons à l'esprit lorsque nous travaillons de manière concrète aujourd'hui sur l'avenir de l'organisation décentralisée. J'évoquerai quelques travaux en cours qui montrent que le Sénat travaille ces sujets dans la durée. Un sujet financier, nous avions mis en garde le gouvernement en lui indiquant qu'il n'était pas possible de supprimer la taxe d'habitation pour seulement, le seulement avec un point d'exclamation, mais seulement 80% des contribuables, et qu'il fallait alors le gommer pour tous pour le remplacer. Le Conseil constitutionnel, c'est moins été visible dans les médias, mais nous a donné raison. Et il faut maintenant imaginer des solutions de remplacement en garantissant l'autonomie financière et fiscale des communes, mais aussi des départements et la pérennité de leurs ressources. Notre commission des finances y travaille en ce moment, en lien avec les associations d'élus, le comité des finances locales et la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le président de la République a en effet demandé notamment aux deux rapporteurs généraux d'y réfléchir, et je crois que c'est une démarche que nous allons poursuivre. Il va nous falloir construire une fiscalité moderne et dynamique qui préserve un lien entre citoyens, contribuables, son lieu de vie et les services qu'il reçoit, et en même temps une capacité pour les élus de fixer de manière encadrée, chacun le sait depuis longtemps, une part des taux. L'État a supprimé cet impôt et il doit maintenant faire preuve aussi de responsabilité et ne pas monter les niveaux de collectivité les uns contre les autres. On l'a vu il y a 15 jours dans un débat sur des transferts de foncier bâti auxquels étaient adjoints des éléments d'impôt sur le revenu vite retirés par miroir par rapport à la CSG, mais ceci est un autre débat. Il faut être cohérent dans notre ambition de justice fiscale et mettre en chantier, je le dis, on n'échappera pas, la révision des bases locatives, sinon le foncier bâti aura un destin assez similaire. Et pour des motivations qui existent, qui sont fondées, mais qui sont de la même nature pour la taxe d'habitation. Au-delà de la seule question de la fiscalité, nous considérons que l'ensemble des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales doivent être clarifiées. Pour pouvoir mener des politiques publiques ambitieuses, les élus communaux comme les élus départementaux et régionaux ont besoin d'avoir un cadre d'action clair et stable. Ils ont besoin de ressources prévisibles, leur permettant de se projeter dans l'avenir. Et il leur faut la liberté qui leur permet d'innover et de s'adapter aux réalités du terrain. Il faut, pour reprendre le titre d'un rapport, laisser respirer les territoires. Ce besoin de souplesse, de pragmatisme, nous le revendiquons, y compris pour apporter les ajustements nécessaires à la loi NOTRe. Nous sommes en train de le montrer tous ensemble à propos du transfert des compétences eau et assainissement. Je fus de ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas s'offrir à chaque alternance un nouveau Big Bang territorial qui avait pour effet de paralyser les collectivités et donc quelque part de retirer une capacité de rebond à notre pays qui a besoin de retrouver les voies de la croissance. Mais en même temps, le texte n'est pas un totem. Il nous faut l'adapter là où c'est nécessaire. Je crois qu'il ne servirait à rien de promettre des modifications constitutionnelles pour révolutionner le droit à l'expérimentation et envisager des différenciations territoriales si l'on n'est pas capable, à une bien plus modeste échelle, d'apporter des assouplissements pragmatiques très concrets. Cette démarche sera la nôtre. Nous nous appuierons sur la consultation directe des élus locaux, initiée par notre délégation aux collectivités territoriales, ainsi que sur la mission de contrôle et de suivi des réformes territoriales mis en place par la Commission des lois. Le chantier prioritaire de cette mission de suivi territorial porte sur la revitalisation de l'échelon communal actuellement, au travers de 3 thèmes: la place des communes dans l'intercommunalité, l'avenir des communes nouvelles
et la recherche d'un meilleur équilibre entre métropole et l'ensemble du territoire qui n'est pas inclus dans les métropoles. Et je ne parle pas là que du territoire rural, mais aussi de ce réseau de villes moyennes, de petites villes, dans lequel nous pouvons vous donner les résultats électoraux nationaux quand vous regardez le nombre de rideaux fermés dans les centres-villes et dans les centres-bourgs. Moi, je peux vous faire, sans être Ipsos ni l'IFOP, les résultats électoraux de ces territoires. C'est malheureusement pas pour des familles politiques qui affirment leur attachement à la République et à la démocratie. Troisième exemple que je souhaitais citer, les conditions d'exercice des mandats des élus locaux. C'était les dernières nouvelles d'Alsace qui, il y a 15 jours, titraient du blues des élus. J'ai été voir sur place et c'est vrai qu'ils attendent des réponses concrètes et aussi sur un sujet sur lequel on leur a toujours tout promis, qui est le statut des élus, et pour lequel, reconnaissons-le, seul Lionel Jospin a fait faire un petit bond, même un bond, en avant. Notre délégation aux collectivités a lancé une consultation. Nous avons reçu 18 000 réponses à comparer au nombre de communes. 18 000 réponses. Ce qui me permet de vous dire que dans quelques semaines, il y aura une plateforme permanente pour les élus du territoire, ici au Sénat, qui sera progressivement étendue aux forces vives, économiques, sociales, associatives, puis à l'ensemble des citoyens, d'ici 18 mois, pour que nous soyons, j'allais dire, plus en phase aussi avec la respiration du pays. Oui, notre délégation collectivité est en train d'analyser et proposera d'ici l'été 5 enjeux essentiels. La protection juridique et le statut pénal des élus, la conciliation avec une activité professionnelle, le régime social des élus locaux, la formation et la préparation de la reconversion en fin de mandat, et enfin le régime indemnitaire. Vous voyez que nous essayons d'englober l'ensemble des sujets, et c'est Jean-Marie Bockel avec Mathieu Darnaud qui conduisent ce travail. Dernier exemple que je souhaitais citer avant de conclure, et que je souhaite évoquer devant vous, il va faire l'objet d'échanges, l'évolution de la fonction publique territoriale. Notre commission des lois, avec notre commission des finances et la délégation aux collectivités territoriales, vont y travailler dans les prochains mois. C'est un sujet stratégique pour l'avenir de nos collectivités. Maintenant, quelques mots en conclusion sur la révision constitutionnelle. Naturellement, la question de l'équilibre des territoires, la question des territoires comme des droits du Parlement sont les deux piliers sur lesquels j'affirme qu'il est essentiel que nous fondions ce regard. Ce sont des sujets que nous allons retrouver et le président de la République devrait arrêter d'ici quelques jours la proposition qu'il fera au Parlement. Cette révision, nous nous y sommes préparés. Nous avons mis en place ici, ce qui est un peu une particularité du Sénat, mais bien dans sa tradition, un groupe de travail qui a réuni sans aucune proportionnalité politique l'ensemble des groupes ainsi que de sénateurs non inscrits. La capacité à s'enrichir de la diversité des opinions pour mieux servir l'intérêt général, c'est, me semble-t-il, une marque de fabrique. Nous avons formulé 40 propositions pour une révision constitutionnelle utile à la France, construite autour de 3 axes. Bien sûr, mieux faire la loi, mieux contrôler l'action du gouvernement, réconcilier les citoyens et nos deux piliers, droit du Parlement, territoire, en n'oubliant pas que remettre en cause nos institutions est une responsabilité grave, qu'il faut aborder d'une main tremblante, mais en même temps avec des idées claires et une capacité à décider. Je pense que sur ce sujet, nous pouvons dégager une voie et un chemin. C'est en tous les cas ce à quoi
je m'attelle avec l'ensemble de mes collègues, mais il y a par exemple le sujet territorial. J'ai été le membre assidu, je l'espère, d'un rapport conduit par Jean-Pierre Raffarin. Et nous avions dit l'importance du département comme un élément territorial de référence. Voilà pourquoi, que les choses soient claires, il n'est inimaginable pour nous qu'il n'y ait pas au minimum un sénateur et un député par département, quelle que soit l'importance de sa population. Et ensuite, il y a des techniques vieilles, comme 1948, qui nous permettent d'ajuster. Mais je suis vraiment frappé par ce que j'écrivais il y a déjà 3 ans. Malheureusement, les événements que nous vivons nous amènent à regarder avec à la fois humilité et volonté. Il y a vraiment une France qui se sent à côté, qui se sent en dehors. Et il faut que nous soyons extrêmement attentifs à ce territoire qui, je le répète, n'est pas simplement que le territoire de l'hyper-ruralité, pour reprendre la formule d'un sénateur de la Lozère. Je crois profondément à l'importance du bicamérisme dans l'équilibre de nos institutions. Et je crois profondément qu'il n'y a pas d'autre voie que la poursuite, l'approfondissement et l'enrichissement de la décentralisation aujourd'hui pour trouver un équilibre entre un État et une nation qui demeure centralisée et une décentralisation qui soit vivante sur le territoire. C'est l'intérêt de notre République et de notre nation. Je crois que l'attitude du Sénat en 2018 ne sera pas très différente de l'attitude du Sénat en 2003. Je vous souhaite une excellente journée de travaux, en vous priant de me pardonner de devoir, dans quelques minutes, vous quitter, car nous vivons en même temps une journée chargée de symboles, de deuil, de valeurs. Ce matin, ce soir, c'est aussi la question de la cohésion de la République, des valeurs que nous avons en partage, des principes qui, au-delà de tous les clivages, pour ceux qui se réclament tout simplement des valeurs de l'humanisme et des valeurs de la République que nous devrons porter. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Merci. Je vous remercie, monsieur. Je vais céder la parole à monsieur Raffarin. Si vous voulez venir, monsieur le Premier ministre, auteur de la réforme de 2003. Bonjour à tous. Un petit retour sur le passé, sur un élan, sur une ambition. Je suis heureux que ce retour ait lieu ici, monsieur le Président, au Sénat, car au fond, il y a dans la République quand même une constance. Et la pensée du Sénat, ses méthodes de travail, la capacité à aussi s'adapter aux nouvelles situations, fait que dans nos débats et nos initiatives, il y a une forme de continuité qui existe. Et finalement, cette forme, on la trouve ici, avec à la fois l'expérience accumulée, le talent des uns et des autres. Je pense notamment globalement à notre commission des lois ici, mais aussi évidemment à la capacité qu'a le Sénat d'essayer de convaincre et de faire partager ses convictions. Merci donc au président Larcher d'être toujours aujourd'hui cette voix forte dans le pays qui a une vision décentralisée de notre République. Je salue Patrick Devedjian qui a mené cette bataille de la révision constitutionnelle avec beaucoup de conviction et aussi beaucoup de talent. On oublie sans doute aujourd'hui toutes les réunions décentralisées qui ont eu lieu, tous les débats qu'il y a eu. Mais moi, je ne les oublie pas, Patrick, et je me souviens tout ce cœur que tu mettais et ton talent au service de cette belle et grande idée que nous avons les uns et les autres partagée. Je voudrais remercier la Gazette des communes et le Journal des maires pour cette initiative, parce que je pense qu'en effet, il faut qu'on reste toujours bien conscient qu'il s'agit d'une longue marche, la décentralisation, et que nous devons franchir étape après étape
un certain nombre d'obstacles et tous ces obstacles sont naturels, mais c'est pour ça qu'il faut avoir ce regard de l'histoire. Et naturellement, je voudrais dire un mot du président Chirac sur cette réforme, parce qu'il s'y est engagé fortement, et notamment parce qu'il s'est engagé, et ça nous avait beaucoup aidé, dans la campagne électorale, en y consacrant un grand discours, qui était un discours fait à Rouen, il l'avait ensuite développé souvent, mais il avait fait un grand discours. Et c'est très important pour la démocratie de voir que finalement, ce qui existe dans le programme du président élu, pour ceux qu'ensuite ont à gouverner, c'est très important d'avoir eu le débat dans la campagne électorale et ensuite, donc avec le résultat, de trouver une légitimité politique à l'action de réforme. Et donc ça, je pense qu'il faut bien retenir ça. Le président s'était engagé fortement et ensuite, la légitimité était là, et ensuite aussi beaucoup de pensées avaient été éclairées, notamment parce que le président, avant sa propre campagne, avait construit un groupe de travail et avait préparé un certain nombre d'initiatives sur ces questions. Donc voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire en exprimant ma gratitude aux uns et aux autres. Il s'agissait d'une forte ambition. Et il faut toujours avoir ça en tête, même si le sujet est très technique et même si forcément on a besoin d'une grande expertise sur tous ces sujets. Mais il s'agit d'une grande ambition, il faut décongestionner l'État. L'État est congestionné par son sommet, il en est paralysé et lui-même est affaibli. Et c'est quand même ça l'essentiel des choses. C'est que, pour reprendre cette phrase du général de Gaulle qui disait que le président de la République est en charge de l'essentiel, et il faut que la République soit en charge de l'essentiel, et que, à la périphérie d'un certain nombre d'initiatives, on ait des mécanismes de travaux qui sont naturellement des mécanismes de travaux qui permettent aujourd'hui d'alléger les responsabilités de l'État et de permettre des initiatives. C'est ça le point clé, et je suis heureux de saluer le président de la Commission des lois, et je lui rappellerai donc qu'il était secrétaire général de l'Élysée à cette époque-là, et donc il en est le complice. Donc tout cela pour vous dire que n'oublions pas la vision qu'il y a derrière tout ça. C'est cette recherche, au fond, qu'un État soit sur l'essentiel et qu'on puisse donner des responsabilités aux collectivités territoriales pour permettre à l'État d'être plus agile, plus musclé, plus actif, et donc notamment sur tout ce qui est régalien, plus puissant. C'est un des éléments fondamentaux de la réflexion. Le deuxième élément était d'essayer d'apporter de la clarification sur le sujet. Et on a apporté cette clarification, je crois, qui existe toujours, qui est au fond, notamment dans la mission régionale et dans la mission départementale, cette relative séparation entre, je dirais, la puissance et la programmation d'un côté, la proximité et la cohésion de l'autre. C'est au fond ces deux piliers-là qu'il faut bien gérer parce que, un peu comme un yin et un yang dans notre société française, il faut évidemment de la puissance, mais il faut aussi de la proximité. Et il faut évidemment de la capacité d'initiative, mais il faut aussi de la cohésion. Et le département est l'espace auquel on avait confié cette mission de cohésion territoriale, et dans cette cohésion-là, naturellement, on mettait la proximité comme le levier de l'initiative. Et donc, c'était un pilier très important pour la région. Les piliers étaient la capacité de programmation et une certaine forme de puissance, une puissance pour agir, et quelquefois pour agir y compris dans la distance, car quelquefois, il est nécessaire d'avoir des décisions qui soient prises avec un peu de distance pour ne pas saupoudrer les initiatives, pour être capable d'être indépendant d'un certain nombre de pressions et donc d'avoir une capacité de sélection, d'arbitrage et de concentration d'initiatives locales. Et donc, cette deux logiques-là se sont affirmées progressivement et je pense que c'était un acquis et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'acquis a été d'une certaine manière conforté par la loi NOTRe, mais en même temps, j'y reviendrai, un peu déstabilisé par d'autres initiatives. Et donc, nous avons dans ce texte, avec ce qui a été dit sur le référendum, ce qui a été dit sur l'expérimentation, ce qui a été dit sur l'autonomie financière, sur cette répartition des compétences, sur la primauté du Sénat, sur la place de l'outre-mer, on voit que globalement, il y avait une vision, mais on voit aussi que
par la suite, on n'a pas toujours été très attentif à cette vision et on ne peut pas naturellement être satisfait de la situation d'aujourd'hui en matière d'autonomie financière, par exemple. On ne peut pas être satisfait, même sur un certain nombre de sujets. Je pense par exemple au référendum corse, qui a été quelque chose d'assez extraordinaire, de décevant pour ceux qui avaient proposé un texte. Mais ce qui me paraît le plus irritant d'une certaine manière, c'est que ce qu'avait été la décision du peuple corse, aujourd'hui, on prend le chemin inverse. D'une certaine manière, on avait, par ce référendum, vu l'expression par laquelle on voyait l'avenir de la Corse s'appuyant sur des départements. Et on voit qu'aujourd'hui, on s'appuie sur le fait régional. C'est-à-dire qu'on a eu un choix qui était un choix très fort, parce qu'on a vu qu'une majorité avait choisi notamment l'attachement à la France, parce que l'attachement à la France passait par l'idée de département. Et on a vu ce choix sur le département, mais malgré ça, les choses continuent. Et la Corse, aujourd'hui, est plutôt dans une organisation régionale. Tout ça pour dire qu'il y a un référendum, mais aussi il faut pouvoir tenir compte des résultats, tout comme il faut tenir compte de ce qui peut se dire aujourd'hui en matière d'autonomie. Et donc, je voudrais, pour être bref, ne pas insister plus sur tout ce qu'il y a dans ce texte, mais au fond sur cet esprit-là qui était de dire qu'il nous fallait avoir un élan fort pour donner des responsabilités au territoire et pour pouvoir mener donc un certain nombre d'initiatives qui étaient utiles à la République et notamment sur des sujets comme ceux de l'emploi ou de l'aménagement du territoire. Au fond, tout ceci a été quelque peu freiné par trois phénomènes qui sont arrivés ensuite dans les périodes, notamment à partir de 2008, avec la crise économique et les difficultés qu'on a eues. Tous les grands pays d'ailleurs ont créé des plans de relance. Et il y a eu partout un certain nombre de plans de relance, des plans de relance qui ont été globalement des initiatives assez centralisées. Et même en France, on est allé jusqu'au grand emprunt, ce qui était encore plus. On était très loin là de la politique contractuelle, des contrats de plan, où vraiment, parce que ça a été la crise, il y a quand même eu une forme de concentration, ce qu'on peut comprendre. Parce que naturellement, et tous les pays ont réagi comme ça, et tous les pays ont cherché à ce que dans la cabine de pilotage présidentiel, on ait les leviers de l'urgence, et les leviers de l'urgence, naturellement, ça concertait à la fin que le sommet de l'État définisse un certain nombre de priorités. Ça a été évidemment un facteur qui a créé un frein sur l'élan de décentralisation. Et puis, je veux dire aussi qu'on a eu un phénomène qui est quand même assez important, c'est que l'État lui-même a quelque peu abandonné ce qu'on pourrait dire les visions de moyen terme et notamment l'aménagement du territoire. Qu'est devenu la DATAR, que sont devenus les commissariats au plan, qu'il faille réformer, d'accord. Mais sans programmation de l'État, sans vision de l'État, voyez-vous que les collectivités territoriales puissent organiser leur partenariat, puissent avoir une dynamique contractuelle si on n'a pas une capacité parallèle entre l'État et les collectivités territoriales de vision de l'avenir. Et je vous dis vraiment que l'outil DATAR, en son temps, a apporté une réflexion, a apporté une intelligence, a apporté des capacités de programmation, qui était une préparation du travail de l'élu. Mettez l'élu dans une pensée d'avenir et essayez de le sortir de l'immédiat. C'était des choses qui étaient très importantes et je pense qu'aujourd'hui, on a peu de programmation, on a peu d'outils stratégiques. Je pense que le commissariat à l'égalité des territoires, et qui est dirigé de manière très compétente, va pouvoir faire un certain nombre de choses, probablement, mais on est loin de cette logique-là qu'on a pu connaître à un moment de contrats de plan avec des programmations où les uns et les autres ont travaillé sur 5 ans, disant l'Europe était associée à ces travaux. Il y avait vraiment une réflexion de la matière grise investie et en même temps de la maîtrise du temps. Ça a été un second frein. Et puis je dirais, le troisième, il faut quand même le dire aussi, parce qu'on l'avait vu, y compris quelquefois dans cette Assemblée, Patrick, on s'en souvient, c'est aussi que les Girondins, ou plus exactement les décentralisateurs, n'ont pas toujours su se rassembler sur les grandes causes. Et qu'au fond, sur ces sujets-là,
on est quand même conscient qu'il y a toujours eu un certain nombre de difficultés. Je me souviens des débats régionalistes, départementalistes, je me souviens, et je vois encore aujourd'hui les difficultés qu'il y a dans l'intercommunalité et le département en matière de cohésion. Je vois qu'il y a un certain nombre encore de sujets qui ne sont pas arbitrés, qui créent des tensions, et au fond, tout ça donne, pour le camp des décentralisateurs, pour ceux qui portent toutes ces idées, naturellement, tout ça est freiné par des divisions, par des querelles et quelquefois donc par des paralysies. Je pense que ces trois facteurs-là nous ont quelque peu freinés et je trouve que c'est quelque part assez désolant de voir qu'on a, en matière de décentralisation, quelquefois des adversaires qui sont eux-mêmes décentralisateurs, mais qui ont quelquefois des intérêts particuliers qui sont trop prégnants vis-à-vis de l'intérêt général. Je crois qu'il faut repenser que vraiment que notre décentralisation, elle fait partie de la République et que c'est une vision globale dans laquelle chacun doit trouver sa place et qu'il y a naturellement un intérêt général à avoir cette vision décentralisée de la République. Enfin, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que on oublie quelquefois de voir combien la décentralisation a apporté de choses à notre pays. Il faut quand même ne pas avoir de complexe par rapport à ce que sont les résultats de la décentralisation. Alors je vois bien qu'aujourd'hui, on a des difficultés, il y a toujours eu un certain nombre de difficultés. Mais quand vous voyez ce qui a été fait dans nos territoires, quand vous voyez souvent la qualité de nos villages, quand vous voyez un phénomène qui est un phénomène que nous n'avions pas tout à fait prévu de cette manière, puisque avec Olivier Guichard, la France avait promis 22 métropoles d'équilibre, et qu'on se trouve aujourd'hui avec 10 métropoles d'attractivité. Mais ces 10 métropoles, 10, on peut discuter, ces 10 métropoles françaises sont un atout considérable pour la France. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a la culture rurale qui vous le dit. Mais ces métropoles, aujourd'hui, sont de plein pied dans une mondialisation des métropoles. Ce qui aujourd'hui intéresse le monde, ce sont les métropoles, ce sont les smart cities, ce sont les questions de mobilité, de développement durable, ce sont l'organisation de la vie ensemble. Et là, le modèle français qui s'est établi est un modèle d'excellence. Parce que non seulement nos villes sont connectées, elles ont des techniques et technologies avancées de mobilité, elles sont engagées dans le développement durable, mais en plus, ce qui n'est pas toujours le cas partout dans le monde, elles sont belles. Si vous allez dans le secteur de la Confluence à Lyon, si vous allez sur les quais à Bordeaux, si vous allez au Mucène à Marseille, si vous allez à la braderie de Lille, si vous allez à Toulouse, si vous allez à Nantes, vous avez des villes qui sont devenues des villes puissantes, des villes attractives et des villes qui, naturellement, aujourd'hui, présentent dans le grand débat mondial des villes un message français qui est très important. Alors, naturellement, il y a plein d'effets secondaires, y compris des effets qui peuvent être négatifs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des corrections à apporter à côté qu'il faut oublier ce qu'a été ce résultat d'un certain nombre de réalisations. Et vous voyez, y compris dans nos paysages, combien il y a eu de progrès dans nos territoires, y compris ruraux. Donc, n'ayons pas peur quand même de mesurer que tout cet élan des 30 dernières années en matière de décentralisation a donné à notre territoire, y compris en matière de mobilité, des atouts considérables. Alors naturellement, il reste un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont importantes pour nous tous. Je crois qu'il est très important que l'État comprenne qu'il doit avoir une vision d'avenir des territoires et notamment qu'il mesure que ces métropoles d'attractivité aujourd'hui vont poser problème, non seulement à l'espace rural tout autour, qu'elles aspirent, mais aussi aux petites villes. Le président Larcher le disait tout à l'heure. Donc là, nous avons un travail à organiser parce que c'est une nouvelle donne. Et c'est sûr que quand vous voyez dans la grande région Aquitaine le Bon Poitou qui devient un Finistère et que vous voyez l'attractivité de cette grande métropole, vous vous dites il faut qu'Angoulême, il faut que Niort, il faut que les unes et les autres s'organisent bien pour pouvoir exister, avoir une dynamique autour de la grande métropole. Donc là, on a des idées un peu nouvelles à penser. Il n'y a pas seulement le problème de la petite commune rurale qu'il nous faut essayer de défendre, de mettre, mais il y a aussi toute la dynamique de ce territoire, de ces territoires qui sont des territoires de villes moyennes. Tout ça, c'est une nouvelle donne à laquelle il faut penser, il faut investir,
Mais on n'arrivera pas à investir sur ces sujets si on n'y met pas de la matière grise, si on n'y met pas de la réflexion importante et si on n'y associe pas les élus, évidemment. Et ça, je pense que c'était quand même une période, il y a quelques années encore, où on investissait en réflexion, en mobilisant des intellectuels, en mobilisant les forces économiques, les forces sociales, pour essayer, je me souviens d'un certain nombre de discussions contractuelles qui imposaient des réflexions collectives assez profondes et qui donnaient quand même une capacité d'action forte. Et donc, dans ce contexte-là, je crois qu'il y a vraiment des orientations qui sont à prendre, et notamment que l'État continue à se concentrer, et on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'a l'État sur les questions régaliennes, pour qu'il en profite pour donner un certain nombre de responsabilités aux collectivités territoriales. Personnellement, mais c'est un avis tout à fait personnel, c'était notre chemin, on y allait progressivement, il faut qu'on y aille progressivement, et c'est ça la décentralisation, c'est pas le grand soir, c'est évidemment des étapes assez différentes. Mais pourquoi l'État se refuse à confier l'emploi aux régions? Pourquoi les présidents de la République, les uns après les autres, se considèrent qu'ils ont leur bulletin de notes tous les mois avec les résultats du chômage et qui doivent s'expliquer sur les résultats du chômage les uns les autres? Alors qu'on donne les moyens de l'innovation, les moyens de l'exportation, les moyens souvent de soutien d'implantation aux entreprises, c'est la politique régionale aujourd'hui qui est au cœur même de l'action dynamique des territoires, et on ne donne pas les résultats. Moi, personnellement, je trouve que des structures comme Pôle emploi pourraient être régionalisées. Je crois qu'il faudrait aller très loin. Et de ce point de vue-là, je suis très inquiet quand je vois les reculs en matière d'apprentissage ou en matière de formation professionnelle. Parce qu'il y a un cap, là, il y avait un bloc économique, et s'il faut donner une dimension qui est pour moi le fait régional, il faut lui donner la responsabilité. La décentralisation, c'est pas avoir du pouvoir, c'est avoir des responsabilités. Et ce qui est pire, c'est de donner du pouvoir sans responsabilité. Ce qu'on fait quelquefois au département en faisant en sorte qu'ils sont des boîtes aux lettres pour des politiques d'État. Donc il y a vraiment là, je pense, une ligne directrice dans l'actualité. C'est, je crois, un contresens qui est fait par l'actuel gouvernement, par ailleurs capable. Mais sur ce point-là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas bien. C'est qu'on est en train de paralyser un certain nombre de responsabilités, de rendre plus opaques des responsabilités, et je pense qu'en matière d'emploi, c'est très important. De même qu'il faudrait clarifier aussi, là un sujet, je termine par là, mais ça me paraît être les deux priorités qui, en matière d'emploi aujourd'hui, doit se lever le matin et se coucher le soir en se disant « c'est mon job ». Pour moi, c'est le président de région, mais il faut le voir. Et puis, de l'autre côté, il y a un sujet, c'est qui est en charge de la cohésion territoriale et qui fait en sorte que, dans un territoire, on fait en sorte qu'il y ait des équilibres qui sont à peu près respectés. Et là, on voit bien que le département et l'intercommunalité, quelquefois, se marchent un peu sur les pieds. Donc là, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont à arbitrer. Je pense que le département est essentiel dans la cohésion territoriale. Je pense qu'il est le facteur de l'équilibre. C'est lui qui peut soutenir les territoires les plus fragiles, c'est lui qui peut apporter les notions d'équilibre. Et il y a un élément très important, qui était une autre des grandes idées de Jacques Chirac, simultanément, puisqu'en même temps qu'on travaillait sur la décentralisation, on travaillait sur le plan de cohésion sociale. Et il y a cette idée de cohésion sociale, la cohésion territoriale, et elle est, je crois, assumée par le département. Et donc je crois qu'il faut continuer dans cette ligne-là, avec d'une part des responsabilités clarifiées, et puisque l'emploi est souvent la priorité des Français, il faut clarifier la politique de l'emploi, et je crains que l'éclatement de la formation professionnelle, l'éclatement des politiques d'apprentissage soit un recul pour cette responsabilité première qui est de se battre pour le développement des entreprises et la création d'emplois. Et puis deuxièmement, de faire en sorte que la cohésion territoriale soit assumée, et la cohésion territoriale, c'est le département qui peut l'assumer. Mais pour ça, il faut lui donner quelques moyens de cohésion territoriale et d'aménagement territorial, c'est-à-dire que c'est naturellement les acteurs de tourisme, le tourisme très souvent, c'est une politique qui est une politique très souvent rurale, qui est une politique de proximité. Il y a naturellement des grands équipements touristiques qui peuvent être qui relèvent d'une politique de puissance, mais il y a aussi des équipements plus modestes qui relèvent d'une politique de proximité. Les chambres d'hôtes, les terrains de camping, un certain nombre d'initiatives qui peuvent être prises localement et des zones artisanales. Il ne faut pas priver le département de la cohésion territoriale et donc du moyen d'avoir des leviers d'action pour pouvoir avancer. En résumé, moi je crois que la République décentralisée, elle est quelque peu aujourd'hui suspendue, mais on sera obligé d'y revenir parce que c'est le territoire
qui aujourd'hui peut permettre de résoudre un certain nombre de difficultés et enfin de permettre à la République d'avoir l'État qu'elle mérite, c'est-à-dire un État qui sache chasser, ici au Sénat, c'est difficile de parler de la chasse, c'est d'avoir un État qui puisse assumer ses responsabilités et se concentrer sur l'essentiel et qui sache partager un certain nombre de responsabilités avec les territoires. Je vous remercie. Voilà donc pour ces discours de Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin, discours où l'ancien Premier ministre a bien sûr décrypté la réforme qu'il a portée en 2003. Place maintenant à une table ronde autour de Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, et d'André Léniel, le premier vice-président de l'Association des maires de France. Le thème vers un nouveau pacte girondin pour garantir l'autonomie des collectivités. Tout de suite donc, on écoute cette table ronde. Nous allons tout de suite enchaîner sans transition avec la table ronde qui rassemble les responsables d'associations d'élus. J'appelle à venir me rejoindre Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, et André Léniel, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Nous allons, à l'occasion de cette ultime table ronde, évoquer les autres vagues de décentralisation. Je songe en particulier, André Léniel, à la première décentralisation de 1982. Vous avez fait partie des pionniers. À l'époque des lois de fer, quel était l'objectif final de la décentralisation? Quand je vous ai interviewé il y a quelques années, vous m'aviez dit que l'un des objectifs, c'était que la décentralisation soit un instrument de rupture avec l'État capitaliste. Ça peut en faire partie, en tout cas avec l'État centralisé. Ça me paraît évident. Quels étaient les objectifs? D'abord, un rappel historique, puisque on a bien voulu me classer dans les historiques et non pas dans le Nouveau Monde. Je n'ai pas dit ça. Hein. Non. J'ai le droit, moi aussi, de me moquer de ceux qui s'autoproclament Nouveau Monde. Bien. D'abord, la réforme de 1982, annoncée par François Mitterrand lors des élections présidentielles de 81, n'était pas improvisée. On voit tellement d'improvisation dans ces domaines. J'en sais quelque chose puisque dès 1979, François Mitterrand m'avait donné la responsabilité d'imaginer, avec beaucoup d'autres, la décentralisation, et j'étais donc délégué à la décentralisation, et nous avons travaillé pendant 2 ans sur ce que nous pensions devoir et pouvoir faire à ce moment. Donc ça avait été travaillé, anticipé. Deuxième objectif, c'était, et François Mitterrand l'a dit pendant toute sa campagne présidentielle, rapprocher le pouvoir du citoyen. Je devrais dire, c'était le premier objectif, rapprocher le pouvoir du citoyen. Il faut, je veux dire, pour les plus jeunes, vous n'imaginez pas forcément qu'à l'époque, l'exécutif des départements était le préfet. J'ai connu cette époque, j'étais le plus jeune président du Conseil général de France en 1979, donc j'ai fait la transition. J'ai connu 3 années où, pour faire quoi que ce soit, je devais aller plaider, parfois supplier le préfet de bien vouloir accepter des évolutions. Donc c'était un grand mouvement de liberté que de donner l'exécutif aux présidents de conseils généraux à l'époque, départementaux aujourd'hui. C'était aussi une démarche de démocratisation. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les établissements publics régionaux avaient des représentants au second degré. C'est-à-dire que vous aviez les présidents de département, vous aviez les maires des grandes villes, vous aviez un certain nombre d'élus, mais qui siégeaient à ce titre et qui n'étaient pas élus. Et donc, aller vers l'élection au suffrage universel était bien entendu, là aussi, une évolution tout à fait décisive. Et puis, c'était la levée des tutelles a priori.
Nous sommes d'ailleurs en train de faire le chemin inverse. Je l'évoquerai sans doute dans quelques instants. Oui. Mais c'était... il y a des contrôles a posteriori, ils sont légitimes, mais a priori, vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire, vous délibérez, et puis si votre délibération est entachée d'irrégularité, eh bien il y a d'une part les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, d'autre part, ça a été mis en place progressivement les chambres régionales des comptes. Donc tous les instruments de contrôle a posteriori ont été ou renforcés ou mis en place, mais le contrôle a priori était levé. Voilà les trois grands axes qui étaient ceux de la décentralisation. On pourrait ajouter beaucoup d'autres éléments. Ça a été un élément important. Vous n'avez pas totalement répondu sur la rupture avec le capitalisme. Avec le capitalisme d'État. Le capitalisme d'État. C'était des expressions de l'époque, mais que je suis prêt à revendiquer encore aujourd'hui. Mais ça nous mènerait sans doute sur un autre débat. Alors là, il est dommage que M. Raffarin ne soit pas là, parce que le capitalisme d'État est une question importante en Chine. Oui, sauf qu'en 1981-82, M. Raffarin combattait la décentralisation, mais il s'est bien rattrapé en 2003. Alors c'est justement la question que je souhaite poser à Dominique Bussereau. Est-ce que les choses se sont passées exactement de cette façon-là, Dominique Bussereau? Comment ont été accueillies les lois de décentralisation par les élus locaux qui appartenaient à l'opposition nationale en 1982-1983? Bon, d'abord un petit passement de cœur, parce que André et moi, nous devrions être... On a tenu à répondre à l'invitation que nous avions acceptée. On vous en remercie. Voilà. Et puis, une excuse par avance, parce que je suis prof à Sciences Po, je fais visiter Roissy à mes étudiants, donc à 13h05, il faut que je file comme à des ratés. D'autant plus que Paris est tout bloqué à cause naturellement des manifestations républicaines de ce matin. L'opposition a été d'une parfaite mauvaise foi à l'époque. C'est-à-dire que l'opposition de droite et du centre, naturellement, comme ça venait du président Mitterrand, et de sa majorité a été contre. Comme d'ailleurs l'opposition en 2003 était contre les réformes Raffarin, moi à ce moment-là j'étais au gouvernement, donc de l'autre côté de la barrière, donc la mauvaise foi a été largement partagée pendant 20 ans. Mais très rapidement, les élus locaux se sont emparés naturellement de cette réforme, et puis à partir des élections municipales de 1983, des élections cantonales de 85, de toutes les élections, les premières élections régionales au suffrage universel en 1986. Tout le monde s'est emparé du dispositif. Et d'ailleurs, on s'aperçoit toujours après que c'est compliqué, parce que moi, je me souviens, en 2003, j'étais en charge des transports au gouvernement. Quand je revenais dans mon département, je me faisais engueuler par les personnels de l'éducation nationale parce que les TOS allaient quitter l'éducation nationale pour les départements. Je leur expliquais qu'au ministère de l'éducation nationale, il n'était qu'un numéro sur un ordinateur et que personne ne les connaissait. Quand il serait géré par le département, il serait connu individuellement, il ferait des carrières plus intéressantes. Et quand on discute avec les mêmes, y compris les responsables syndicaux 20 ans après, ils reconnaissent bien volontiers qu'ils se sont trompés. Donc il y a eu une parfaite mauvaise foi de la droite à une époque et de la gauche à une autre époque, et tout le monde s'est retrouvé dans le fait qu'il faut que la République soit plus décentralisée, plus girondine. Et j'observe d'ailleurs qu'à l'ADF, mais je sais André que c'est pareil à l'AMF, on est tous mobilisés pour, en particulier par rapport à la prochaine réforme de la Constitution, un État plus décentralisé, plus girondin. L'État fait déjà assez mal ce qu'il a à faire sur le plan régalien dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas pour nous empêcher de faire ce que nous faisons bien, et que l'État fasse mieux ce qu'il doit faire sur le plan régalien. André Léniel, vous évoquiez François Mitterrand. François Mitterrand avait une phrase clé sur la décentralisation. Il voulait rendre le pouvoir aux citoyens. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce que la décentralisation n'est pas devenue souvent une affaire de spécialistes? La démocratie n'est jamais parfaite. Elle a néanmoins avancé dans le cadre de la décentralisation, et me semble-t-il de manière importante. Alors bien entendu, on peut toujours trouver un tas d'inconvénients à la décentralisation. D'ailleurs, en général, ceux qui trouvent un tas d'inconvénients à la décentralisation, c'est l'État central, à travers ses administrations. Disons-le. C'est quand même mieux, quand on est au plus près du citoyen, que le citoyen puisse vous interpeller, puisse vous mettre en cause, puisse vous contester. Tout à l'heure, on disait, oui, si on donne la décision du point d'indice à chaque élu, c'est lui qui va voir les manifs devant chez lui. Alors que là, c'est une manifestation nationale, ça a un tout autre caractère, c'est vrai. Mais sur la quotidienneté de l'action des collectivités territoriales
il y a cette capacité de réaction locale. C'est au niveau d'une commune où une part de la population considère que vous n'avez pas pris la décision, elle est rapidement chez vous. C'est vrai au niveau du département, c'est un peu moins vrai, surtout maintenant qu'on a étendu les grandes régions, mais ça reste vrai au niveau le plus local, c'est-à-dire commune et département. Et donc ce lien de proximité, dans un monde qui se mondialise, est tout à fait essentiel. Essentiel au vivre ensemble, essentiel à la solidarité nationale. Et c'est donc une avancée majeure que la décentralisation. Et on peut constater, en plus, après, secteur par secteur qui ont été décentralisés, dont les compétences ont été données soit aux départements, soit aux régions, soit aux communes, même si elles avaient par principe la compétence générale, elles ont, dans tous les cas de figure, été mieux mises en œuvre que l'État n'était en capacité de le faire antérieurement. On cite souvent les collèges pour les départements, les lycées pour les régions, mais on peut aussi citer toute la politique de la petite enfance. C'est absolument extraordinaire. Chaque ministre de l'enfance ou de la santé, ça dépend de leur titre du moment, viennent expliquer un grand plan crèche et annoncent des milliers de places ouvertes. Sauf qu'à l'évidence, c'est jamais eux qui le font, puisque ça dépend des collectivités territoriales et, dans la plupart des cas, des communes, et d'un appui de la CAF à travers sa politique qui est naturelle pour l'enfance. Donc, je veux dire, on est dans cette démarche où on continue à annoncer nationalement les choses alors qu'elles se font localement et que, bien entendu, c'est sous le regard de la population et à proximité de la population que le jugement peut être rendu. Merci André Léniel. Dominique Bussereau, c'est évidemment un propos qui nous fait penser aux allocations individuelles de solidarité qui ont été transférées par l'État avec des barèmes nationaux, mais le paiement est assuré par les collectivités. Est-ce que ce dispositif est dans les clous de la Constitution de la révision de 2003 ? Vous envisagez une question prioritaire de constitutionnalité ? D'abord la révision de 2003, il faut y revenir un instant. Jean-Pierre Raffarin, qui était votre invité tout à l'heure, l'a un peu imposé à Jacques Chirac. Jacques Chirac avait été président du département de la Corrèze, il avait été maire de Paris, n'était pas foncièrement décentralisateur dans l'âme malgré tout ça. Donc ça fait partie du contrat de majorité de 2002, et quand nous l'avons mis en œuvre, ça n'a pas été simple non plus, parce qu'y compris au sein de la majorité comme de l'opposition, au Parlement, ça a été une affaire assez complexe, et puis il y a eu beaucoup de manifestations sur le terrain, enfin ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Au départ, on a transféré ce qui était le RMI, donc créé par les gouvernements précédents aux collectivités, au département en l'occurrence. Ensuite, au moment du gouvernement de Nicolas Sarkozy, Martin Hirsch a promu l'idée du RSA, donc un RMI amélioré avec d'autres critères d'insertion supplémentaires. Et le résultat des courses, c'est qu'évidemment, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis ont oublié simplement de le payer au département. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce qu'on appelle les 3 allocations individuelles de solidarité, à savoir le RSA, qui a été en forte augmentation ces dernières années, qui a un petit peu baissé l'an passé du fait de l'amélioration de la situation de l'emploi, qui s'est à nouveau détérioré dans certains départements du fait de la suppression des emplois aidés, l'APA pour les personnes âgées, qui augmente structurellement parce que la population de notre pays vieillit et tant mieux, la santé s'améliore, et puis la prestation de compensation du handicap, nous avons un déficit de 9 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'État nous doit chaque année à la sphère départementale 9 milliards d'euros. Et dès la négociation récente que nous avons eue avec le Premier ministre, il nous en a proposé royalement entre 230 et 270 millions par an, alors que le delta est de 9 milliards par an. Donc on voit que c'est une dérive du système dans lequel l'État transfère ses dépenses, mais oublie simplement ensuite de compenser par des recettes ou par des allocations ou par d'une autonomie fiscale accélérée aux collectivités. Donc pour l'instant, c'est pour nous une grande difficulté, à laquelle s'ajoutent les mineurs non accompagnés, ces garçons qui arrivent d'Afrique et du monde entier, qui ont représenté l'année dernière, pour les départements, 1,250 milliard d'euros de charges, sur lesquels l'État nous a donné royalement moins de 100 millions d'euros.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma dernière question. Est-ce que vous envisagez de lancer une question prioritaire de constitutionnalité? Est-ce qu'il y a une brèche qui peut s'ouvrir, ou est-ce que vous considérez, est-ce que les spécialistes de l'ADF considèrent que la bataille est perdue sur ce front-là? J'aime beaucoup le Conseil constitutionnel et je le respecte énormément. Ça démarre mal. Mais quand on voit qu'il a cautionné la loi de finances qui supprime la taxe d'habitation et donc une partie de la liberté fiscale des communes, je ne vois pas le Conseil constitutionnel, même si nous allions à une QPC, prendre une décision différente. Donc voilà, tout le respect que je dois au Conseil constitutionnel et à son président et à chacun de ses membres, dont certains sont d'éminents anciens élus locaux, je pense que nous n'aurions pas satisfaction. Mais si les négociations n'aboutissaient pas avec l'État, pour le fun, on ira en QPC. André Léniel, est-ce que pour le fun, l'AMF ira en QPC? Écoutez, nous avons dit que c'était quelque chose que nous étudions. Nous avons commencé à l'étudier sérieusement. Il y a d'ailleurs toute une série de sujets. Il y a ce que vous évoquiez à propos des AIS, mais il y a d'autres sujets sur lesquels la réflexion peut être approfondie. Je pense par exemple à la loi organique de 2003. Je considère que la loi organique de 2003 était un détournement de la réforme constitutionnelle. Et donc, si dans la réforme constitutionnelle qu'on nous annonce, il n'y avait pas de remise en cause de la définition de l'autonomie financière, auquel il faut ajouter fiscale, qui est indispensable à la libre administration, alors il conviendrait sans doute de faire une QPC, la loi organique de 2003 n'étant pas modifiée, pour faire constater qu'elle a détourné la Constitution et qu'elle n'applique pas les principes qui étaient à la fois dans les débats qui ont permis cette élaboration constitutionnelle et dans les termes mêmes de la Constitution. Je pense qu'il y a des arguments tout à fait solides pour le faire. Mais est-ce que la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel à la fin de l'année dernière sur l'exonération massive de la taxe d'habitation ne vous coupe pas un peu l'herbe sous le pied? Non, parce que c'est plus complexe. C'est vrai, et je suis comme Dominique, je peux regretter que la suppression de la TH ait été validée. En même temps, pour les juristes pointilleux dont j'essaie de faire partie de temps en temps, c'est plus compliqué que ça. Car il y a toute une série de conditions qui sont mises. D'abord, l'obligation absolue que ça soit un dégrèvement, ce qui veut dire une compensation intégrale. Ce n'était pas forcément gagné au départ. Il y avait eu beaucoup de déclarations contradictoires et de la part du chef de l'État et de la part du gouvernement. Deuxièmement, l'obligation de passer à 100%. C'est-à-dire en réalité, alors ce n'est pas dit sous cette forme, mais quand on regarde, en gros le Conseil constitutionnel dit pour l'instant on valide, mais si ça n'était pas en totalité, alors nous pourrions revoir le sujet. La manière dont les 20% qui restent seront traités sera déterminante. Voilà, je schématise, hein, c'est dit dans le langage parfois empoulé du droit et du Conseil constitutionnel, mais c'est ça qui est dit. Or, ça change complètement la nature des choses, parce que à la fois le Conseil constitutionnel a dit le droit, alors je répète, on peut ne pas être d'accord, mais il est l'instance suprême, donc dont acte, mais en même temps, il a dit comment ça devait évoluer, et j'allais dire en annexe, il a dit le prix. Parce qu'au départ, c'était estimé autour de 10 milliards, à l'arrivée, si c'est 100%, c'est 26 milliards à l'horizon 2020. Ce qui change complètement la nature, bien entendu, des volumes impliqués, et donc de la manière de regarder l'autonomie financière et l'autonomie fiscale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dominique Bussereau, est-ce qu'on peut imaginer une initiative commune entre l'ADF et l'AMF sur ces sujets, peut-être sur d'autres sujets? On a un petit sujet de dissension avec mon ami André, qui le connaît bien, à la fois dans sa fonction de vice-président de l'AMF délégué et celle de président du CFL. C'est l'idée saugrenue des communes pour régler leurs propres problèmes de piquer au département ce qu'il reste d'autonomie fiscale par une part du foncier bâti. Donc il faut dire qu'on s'y opposera et qu'on est prêt à aller manifester devant le siège de l'AMF. Enfin aujourd'hui ça sera un peu difficile vu sa proximité des Invalides. Mais Dominique, le plus simple est peut-être qu'on manifeste tous les deux contre la suppression de la
OQTF. Mais tu as eu notre solidarité totale là-dessus. Hein, solidarité totale des départements. Donc on aimerait avoir la solidarité totale de l'AMF sur le fait de ne pas nous supprimer notre seule part d'impôt. Donc ça sera pour nous un casus belli. Je l'ai écrit il y a quelques jours au Premier ministre et j'en ai informé tous mes collègues présidents de départements. Pour sortir de ce qui nous oppose, pour aller vers ce qui nous rassemble, ce qui est le plus important, mon cher André, nous allons tenir une conférence de presse commune dans quelques jours. Absolument. Les régions de France, les départements et les communes, pour dire tout le bien que nous pensons des pactes financiers. Et en ce qui concerne les départements, la position est de ne pas les signer, puisque dans nos dépenses de fonctionnement, nous avons une grande partie de dépenses pour le compte de l'État. Les AIS dont j'ai parlé tout à l'heure, je pourrais citer les dépenses de sécurité civile au titre des SDIS, je pourrais citer d'autres dépenses de toute nature sur l'équipement numérique des collèges et autres, c'est là. Donc il y a une circulaire de la DGCL qui correspond à ce qu'écrit toujours la DGCL, sous l'instruction de Bercy, à chaque fois qui tient plutôt la plume, et nous avons fait une anti-circulaire pour expliquer aux présidents de département, aux directeurs généraux de services et départements, comment, si à un moment, entre deux gendarmes, menottes à la main, ils étaient amenés devant leur préfet pour signer contre leur gré un pacte financier, comment ils doivent réagir et mettre dans ce pacte financier ce que l'État nous impose, de quoi l'État s'est déchargé sur nous, qui ne doit pas entrer, à notre avis, dans le pacte financier. Merci beaucoup Dominique Bussereau. Les choses sont dites et bien dites. André Léniel, quelle est votre position en tant que président du comité des finances locales sur le transfert de cette fameuse taxe foncière et puis sur les contrats financiers? Est-ce que vous êtes d'accord avec Dominique Bussereau quand il dit il ne faut pas signer? Alors, deux choses. Bon, j'ai eu l'occasion déjà d'avoir ce dialogue avec Dominique Bussereau. Et je lui ai dit, donc je peux le redire publiquement aujourd'hui, que si j'étais encore président de département, j'aurais la même position que lui. Simplement, le travail du CFL, ça a été de voir comment il pouvait compenser 26 milliards à l'horizon 2020. Quand vous passez en revue l'ensemble des impôts locaux, aucun, bien entendu, n'est à hauteur de 26 milliards. Et le plus important qui peut être basculé, c'est le foncier bâti des départements qui, projeté à l'horizon 2020, représente 16 milliards. Ce qui veut dire qu'il manque encore 10 milliards pour pouvoir compenser le manque à gagner du bloc communal. On a proposé que cela puisse se faire, étant entendu, je le rappelle, que le gouvernement a indiqué qu'il refusait tout impôt nouveau, ce qui aurait pu ouvrir la réflexion de manière différente. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'impôt nouveau, ça veut dire que l'autre partie de compensation ne peut venir que de l'impôt national. Nous avons examiné tous les impôts nationaux et nous sommes arrivés à la conclusion que la TVA était à la fois en termes de dynamique et en termes de répartition un impôt qui pouvait être support de la compensation des 10 milliards qui manquaient. Cela a fait l'unanimité des suffrages exprimés dans le cadre du comité des finances locales. Voilà, je décris. J'ai bien dit. Donc, les choses sont claires. Ce sont les propositions du CFL. Pour notre auditoire, les représentants des départements n'ont pas voté contre, mais ils n'ont pas voté pour non plus. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé suffrage exprimé. J'ai bien vu ton talent. C'est pas du talent, c'est le pointillisme du juriste. Bien, donc en tout cas, c'est ainsi que la décision du CFL a été prise. Je rappelle que le CFL, il est élu par les élus. Plus de 20 000 maires ont voté pour élire le CFL et plus de 1000 présidents d'interco, que la totalité des départements et des régions ont voté pour élire leurs membres au CFL. Donc c'est le seul organe légitime pour s'exprimer sur ces sujets au nom des élus locaux. Deuxième sujet, et là par contre nous sommes en accord avec ce que vient de dire Dominique Bussereau, sur la contractualisation. Je veux dire, c'est un extraordinaire retour en arrière par rapport à la décentralisation. D'abord, j'ai peut-être été le premier à utiliser ce terme, puisque je l'avais utilisé dès le Congrès des maires, j'avais parlé de contrat léonin. Je continue et persiste et signe. Un contrat où une seule des parties fixe l'ensemble des avantages pour l'État et inconvénients pour les collectivités territoriales n'est pas ce que peut appeler un contrat librement consenti. Deuxièmement, moi, je ne suis pas dans les 322, à la limite, je le regrette.
parce que j'aurais mené le combat au nom des 322, là je le fais de manière extérieure, mais quand même au nom de l'AMF, nous avons écrit à l'ensemble des maires et présidents d'interco concernés pour leur dire le sentiment de l'AMF. Depuis le début, l'AMF s'est prononcée contre la contractualisation telle qu'elle est conçue. Ce n'est pas la contractualisation en soi. Si c'était une vraie négociation, la notion de contrat, on en a un tas. Que ce soit au niveau des régions avec les contrats de plan, que ce soit... Enfin, je veux dire, on passe notre temps à signer des contrats. Mais à partir du moment où ils sont véritablement négociés, où on ne nous impose pas à l'avance le résultat, ce qui est totalement aberrant. Et aujourd'hui, on nous dit, ah ben non, vous devrez aller a priori porter votre budget, monsieur le préfet, pour vérifier si vous êtes dans les clous. Ça s'appelle évidemment, je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement, un contrôle a priori. On va aller, comme les bourgeois de Calais, en chemise, monsieur le préfet, vous qui représentez le souverain, est-ce qu'on peut vraiment dépenser, est-ce qu'on peut faire face aux attentes de la population, est-ce qu'on peut moderniser notre territoire? C'est vous qui nous dites jusqu'où et comment. C'est totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Voilà. Dominique Bussereau pour la conclusion de notre table ronde et de notre matinée. Alors écoutez, moi d'abord je voudrais dire que je partage le même enthousiasme qu'André pour la décentralisation. Je crois que nos citoyens s'y sont habitués, ils sont habitués à venir nous voir, même pour des choses d'ailleurs qui ne nous concernent pas. Ils ne savent pas très bien la différence entre un TER, si c'est le département, la région, l'Interco ou la SNCF, ou bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Moi, je plaide pour une nouvelle étape de décentralisation. Je pense que là, et je vous prie de m'excuser parce que je vais quitter la table après ce propos, je souhaite que la révision de la Constitution, si tant est qu'elle intervienne, permette un article 72 qui permette beaucoup de choses nouvelles. Si deux départements veulent fusionner, ça ne passe pas par la loi, ça passe par des délibérations concordantes des deux départements. Que si il y a des expérimentations d'organisation du travail entre une interco et un département, ou un département et une région, ou des délégations de régions et départements supplémentaires, que tout ça ne soit pas encadré par la loi. Je prône aussi dans cette maison qui travaille au Sénat sur une révision de la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est un exercice complexe, compromis entre une majorité de gauche à l'Assemblée, une majorité de droite et du centre au Sénat, sous le travail intelligent de Philippe Bas qui présidait la commission mixte paritaire. N'empêche qu'il y a plein de choses à côté de la plaque dans la loi NOTRe et dont on s'aperçoit à l'expérience que ça ne marche pas. Donc je ne suis pas pour le grand soir, pour la révision des compétences et la différence de nouvelles compétences, mais je suis pour une loi, une révision constitutionnelle qui nous permette de faire de la décentralisation la carte, d'être vraiment girondin, et puis pour une révision de la loi NOTRe qui corrige toutes les absurdités ou les erreurs que la loi NOTRe a faites. Moi j'ai participé au processus législatif à la commission des lois de l'Assemblée, le processus législatif a été de qualité, mais le compromis auquel on a abordé présente un grand nombre de défauts, et ça il faut que le Parlement le corrige le plus rapidement possible. Voilà, je vous présente mes excuses pour vous abandonner, mais avec André, vous êtes malgré tout entre très bonnes mains. Merci Dominique. Merci beaucoup Dominique Bussereau pour ce plaidoyer pour la fin du jardin à la française. Un mot de conclusion, André Léniel. Un mot de conclusion. Bon, on n'a pas évoqué les attentes, comme vient de le faire Dominique, de la réforme constitutionnelle. J'ai envie de dire, il y a eu de bons principes retenus dans la révision constitutionnelle de 2003, mais c'est resté, je dirais même pas à mi-chemin, c'est resté au niveau de la pétition de principe. Et donc, moi, je souhaite qu'on donne un contenu à beaucoup de ces sujets. Alors après, si on avait le temps, je pourrais rentrer dans le détail, y compris des propositions concrètes que fera l'AMF. Nous avons un bureau de l'AMF demain qui validera l'ensemble des propositions que nous souhaitons faire. Elles seront donc rendues publiques prochainement. Peut-être nous donner la primeur. Pour longtemps. Non, mais de manière globale, vous pouvez peut-être nous donner la primeur de ces propositions. Il y a 4 principes auxquels on veut donner du contenu. Et pour le contenu, on verra plus tard. J'attendrai quand même la délibération du bureau de l'AMF. Tout d'abord, que la libre administration cesse d'être une simple formule. Quelques exemples ont été donnés. Alors on voudrait nous imposer moins 70 000 emplois.
Au nom de quoi? Au nom de quelle rationalité? Nous ne sommes ni en déficit, nous les collectivités territoriales, au contraire, on dégage des excédents. Et d'ailleurs, en 2016, si le déficit de la France a baissé, c'est uniquement grâce aux collectivités territoriales. Nous ne sommes pas endettés, ou très peu, 9%, mais par rapport à 70% des investissements civils dans notre pays. Ce qui est un ratio, vous en conviendrez, plus que raisonnable. Et donc, la libre administration, elle doit pouvoir s'exprimer dans tous les domaines. Alors, nous voulons modifier, je l'ai dit tout à l'heure, la loi organique de 2003. Nous voulons que soit mise en place une loi pluriannuelle de financement des collectivités locales, qu'il y ait une loi de finances spécifique. Bref, toute une série de mesures, mais je répète, on les détaillera plus tard. Tout ça serait dans la Constitution? Ou dans des lois organiques, suivant les cas. Non, mais on fait un bloc Constitution, loi organique, parce qu'on a vu qu'il ne suffisait pas que ça soit dans la Constitution pour qu'ensuite ça ait une effectivité. Surtout quand la loi organique dit le contraire de la Constitution. On avait remarqué, ouais. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je mets en perspective l'ensemble. Le deuxième point qui nous paraît essentiel, c'est la subsidiarité. Il faut que la subsidiarité trouve sa place dans la Constitution. La subsidiarité est déjà un principe européen, je le rappelle, du droit européen. Ça doit devenir un vrai principe, qu'on puisse faire au plus près du citoyen tout ce qui peut l'être. Et que soit ensuite, bien entendu, mutualisé, interconnecté, tout ce qui ne peut pas se faire seul. Mais que soit réaffirmée la place spécifique qui est celle de la commune dans le paysage français. Le troisième point, c'est l'égalité. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas d'égalité de traitement dans un certain nombre de domaines. Et le quatrième, c'est le principe de non-tutelle, qui existe déjà, mais qui doit être renforcé pour veiller à ce qu'il ne puisse pas y avoir... Parce qu'on est, bien entendu, favorable à des expérimentations. D'ailleurs, l'expérimentation n'a jamais fonctionné parce qu'on y mettait une contrainte, c'était la généralisation de l'expérimentation. À mon avis, si on veut pouvoir utiliser de meilleure manière l'expérimentation, il faut simplement lever l'obligation de généraliser l'expérimentation. Mais en même temps, ça ne doit pas conduire à ce que certains puissent avoir une tutelle sur d'autres. Et donc, ça doit s'apprécier aussi par rapport à cela. Voilà, je dirais, des grands principes sur lesquels nous souhaitons, nous, pouvoir faire aboutir les choses. Il y a aussi le principe d'étendre l'article 40 aux amendements concernant le financement des collectivités territoriales. L'État est protégé par l'article 40. Les collectivités territoriales, absolument pas. Bon, ce sont des revendications, elles ne sont pas nouvelles. Simplement, puisqu'il y a débat constitutionnel, nous avons l'occasion de pouvoir les traduire en termes constitutionnels ou organiques et les présenter au gouvernement. Et nous verrons bien ce qui en est retenu. J'ajouterai que nous sommes aussi pour la liberté de candidature, qui est une liberté absolument fondamentale. Voilà donc pour ce colloque autour de la décentralisation, un colloque dont notre chaîne est partenaire, également avec la Gazette des communes, 15 ans après son entrée dans la Constitution, et la réforme constitutionnelle portée par Jean-Pierre Raffarin. Quel avenir pour la République décentralisée? Qu'en est-il de l'autonomie fiscale et financière des collectivités? Voilà, sur toutes ces questions, vous avez donc pu suivre ce programme, un programme que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site internet publicsénat.fr.